Bonjour à tous, donc je suis Aurélie Essers, comme a dit Cécile, kiné nutrithérapeute. Donc pour bien d'abord vous expliquer un petit peu, je tiens bien à vous expliquer que je ne suis pas diététicienne. Donc moi je suis incapable de vous faire un menu précis à 2000 calories par exemple. En nutrithérapie, on va vraiment travailler sur les macronutriments, donc les protéines, les glucides et les lipides, et tout ce qui est vitamines, minéraux. Le tout dans une optique asymptôme. Donc en nutrithérapie, on va travailler sur tout ce qui est énergie. À partir d'une prise de sang, on va corriger tous les déséquilibres alimentaires et sanguins que vous pouvez trouver dans la prise de sang. Et on va essayer d'optimiser tout ce qui est fonctionnel. Donc on va travailler sur la fonction immunitaire, la fonction digestive, les fonctions hormonales, la résistance au stress, l'amélioration du sommeil, et ainsi de suite. En parallèle aux traitements médicaux, on va s'associer aux médecins pour corriger justement les déficits qu'on aurait trouvés, essayer d'optimiser le fonctionnement des médicaments et essayer de limiter les effets secondaires des traitements qui sont mis en place par les médecins. Alors, avant tout, deux, trois petites remarques super importantes. Comme le disent les neurologues, c'est important de ne pas modifier l'heure des médicaments. Donc il faut essayer que ça reste vraiment la constante fixe. Donc on ne touche pas à l'heure d'administration des médicaments, mais par contre on va jouer sur l'heure des repas et l'heure des collations. Donc c'est vraiment votre alimentation qui doit s'adapter à la prise des médicaments à horaires bien précis. Au niveau des compléments alimentaires dont je parlerai pendant cette heure ensemble, ils sont tous naturels, on va parler des vitamines, des minéraux. Tout est naturel, mais on ne pratique jamais l'automédication. Donc, attention à ne pas prendre des complexes qu'on verra à la télé et qui vont modifier et ainsi de suite. Mais on va essayer de faire attention à tous les effets secondaires et les effets indésirables qu'on pourrait avoir avec la prise de ces médicaments. Et en nutrithérapie, la base, c'est qu'on fait attention à corriger les déficits du corps humain en passant d'abord par l'assiette. Donc on essaie de ne pas donner des compléments alimentaires tout de suite. On va corriger par l'assiette en donnant un peu plus de magnésium via les amandes, par exemple, plutôt que de donner directement du magnésium en poudre aux patients. Ça, c'est vraiment important. C'est plus efficace, donc c'est plus biodisponible, c'est moins cher, et ça permet surtout de ne pas prendre des médicaments en plus de tous ceux qu'on prend déjà. Donc ça, c'est important. Alors, au niveau du programme du jour, je vous propose un petit peu de théorie sur la maladie de Parkinson, puis un petit peu de théorie sur l'alimentation, avec les glucides, les lipides, les protéines, la notion d'antioxydants et de fibres, et puis on essaiera de comprendre un petit peu comment la maladie fonctionne, et du coup comment on peut soigner en fonction de comment ça fonctionne. On verra les trois grands objectifs de traitement dans la maladie de Parkinson, et je vous expliquerai un petit peu une consultation type d'un patient en Parkinson qui vient en nutrithérapie. Alors, pour commencer, au niveau de la maladie de Parkinson, là je ne vais pas vous apprendre grand-chose. C'est une maladie neurodégénérative qui va s'attaquer aux neurones dopaminergiques de la substance noire au milieu du cerveau. Donc, juste ici. En détruisant cette zone, on va se retrouver face à un déficit de dopamine. C'est important, la maladie provoque un déficit marqué. Et ce neurotransmetteur qui est déficitaire dans le cerveau du patient parkinsonien est essentiel à la motricité, à la concentration et à la coordination des mouvements. Donc on estime qu'à partir du moment où le diagnostic est posé, il y a déjà 50 à 70% de cette zone dans le cerveau qui est détruite. Alors, ici je vous ai schématisé ici le schéma d'un neurone. Dans un neurone sain, on a beaucoup de dopamine, la liaison se fait facilement. Dans un neurone, dans la maladie de Parkinson, il y a beaucoup moins de points verts, beaucoup moins de dopamine au sein du cerveau, et du coup le message qui passe à travers le neurone est plus difficile à arriver. Point important, la dopamine est créée à partir de tyrosine, et elle se transforme en L-dopa, qui est la base du médicament, et la L-dopa dans le cerveau uniquement se transforme en dopamine. Donc si la L-dopa est créée dans les intestins, elle ne passe pas dans le cerveau et elle ne sert à rien. Ça va? Alors, au niveau de l'alimentation, je vais vous parler en bref, glucides, lipides. On va commencer par les glucides. C'est ce qu'on appelle les sucres, les féculents. Donc c'est ça qui va nourrir nos muscles et notre cerveau. Dans les glucides, vous avez deux types de glucides différents. Vous avez les sucres simples, donc c'est le sucre de table, le maltose dans la bière, tout ce qui est pâte blanche, pain blanc,
le sucre des fruits, le sucre des bonbons, le sucre du lait. Ce sont les sucres simples. Et à côté de ça, vous avez les sucres complexes. Donc c'est ce qu'on appelle les pâtes complexes, le pain complet, le riz complet, les pommes de terre, les légumes, et ainsi de suite. Dans notre société actuelle, on a tendance à consommer beaucoup trop de sucre simple et pas assez de sucre complexe. Alors, quand on ingère des sucres qui soient simples ou qui soient complexes, les sucres arrivent dans l'estomac, ils sont digérés et ils vont créer ce qu'on appelle une montée de la glycémie. Donc, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. À partir du moment où le taux de sucre dans le sang monte, il y a de l'insuline qui est créée par le pancréas, un petit organe ici juste au milieu de l'abdomen, et cette insuline va permettre d'utiliser le sucre qu'on vient de manger. À partir de là, le sucre rentre dans les cellules et la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, va diminuer et la situation va revenir à la normale. Pour classer un petit peu les glucides, on les a classés en fonction de leur capacité à élever la glycémie dans le sang. Donc vous avez les glucides à index glycémique bas, comme les pâtes complètes, certains fruits et compagnie. Eux, c'est la petite ligne verte. Ils vont peu jouer sur la glycémie. Donc ils vont peu avoir d'impact sur la sécrétion d'insuline. Au niveau des aliments à IG moyen, vous avez par exemple la banane qui n'est pas trop mûre. Elle va jouer un petit peu plus sur la glycémie, mais pas encore trop. Et au contraire, vous avez tous les glucides qui sont digérés vraiment facilement, donc qui glissent et dont le corps se sert à peine. C'est tout ce qui est pâte blanche, riz blanc, des bonbons, le sucre pur dans le café, et ainsi de suite. Et le problème avec les aliments à index glycémique haut, c'est qu'ils vont jouer très vite sur la glycémie, donc vous allez avoir un gros coup de fouet, et puis on va plonger, et là c'est le gros coup de barre, la fatigue, et l'envie de sucre à nouveau. Et puis seulement au bout de 2 heures, on revient à une situation normale. Donc vous aurez compris qu'on essaye de privilégier vraiment la ligne verte, essayer de jouer le moins possible sur la glycémie. Plus on joue sur la glycémie, plus on fatigue le pancréas, parce que le pancréas doit balancer de l'insuline sans arrêt, et à un moment il fatigue, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Ça va? Alors, au niveau des protéines, je crois que c'est un peu pour ça que tout le monde est là aujourd'hui. Les protéines, c'est ce qui va vraiment être important pour garder un bon état nutritionnel. Donc on va trouver les protéines dans la viande, le poulet, les œufs, le poisson, les laitages, les fromages, et ainsi de suite. Ça, c'est toutes les protéines animales. Et à côté de ça, vous avez les protéines végétales qui ont la même valeur biologique, qui sont toutes efficaces. Et là, ce sera les lentilles, les fèves, le soja, le tofu, les haricots rouges, et ainsi de suite. Donc au niveau des apports en protéines, c'est des chiffres, c'est pas trop important, mais comme ça vous avez un petit peu une vision. Un adulte, c'est plus ou moins 0,8 g par kilo et par jour. Et plus on avance en âge, plus on monte en nécessité de protéines, d'avoir des protéines tous les jours. 1,2 jusqu'à 1,5. Ça va? Alors, au niveau des lipides, c'est ce qu'on appelle les graisses, les acides gras. Là, ce sera important pour une réserve énergétique. Et le plus important ici dans la maladie de Parkinson, c'est que chacune de nos cellules du corps humain, ici c'est un liposome, toutes les cellules du corps humain sont entourées par des lipides pour être protégées. Et c'est ça le problème, entre autres, dans la maladie de Parkinson que j'expliquerai un petit peu après. Donc c'est les constituants des parois de toutes nos cellules. Au niveau des lipides, on a, comme les glucides, 2 types de lipides différents. Vous avez les acides gras saturés, donc on a le beurre, le fromage, le lait. C'est ce qu'on appelle un petit peu les mauvaises graisses, mais elles ne sont pas mauvaises, on en a vraiment besoin. Les seules mauvaises graisses, c'est celles qu'on va trouver dans les produits industriels, les produits qui sortent de l'usine, ça c'est vraiment important. Donc ici on essaie quand même de limiter au maximum les apports gras saturés, on en a besoin, mais pas trop. Le deuxième type de lipides, ce sont des acides gras insaturés. Là-dedans, on a les oméga 9, avec les olives, l'huile d'olive, l'avocat, les noix et ainsi de suite. On a les oméga 6. La base, c'est l'huile de tournesol. C'est une huile qui coûte vraiment pas cher, et donc l'industrie agroalimentaire en est vraiment friande, et ça va être vraiment la base de tous les produits industriels. Donc vous vous en doutez, c'est une huile qui est très fort consommée. On n'a aucun problème d'apport en oméga 3, parce que quand on mange des produits des supermarchés et ainsi de suite, il y en a plein, on a d'office notre dose. Et à côté de ça, le plus important, vous avez les oméga 3. Là, vous avez les petits poissons, donc sardines, maquereaux, harengs, dans l'huile d'olive, l'huile de colza, et les œufs, qu'on appelle Columbus, oméga 3.
C'est des œufs dont les poules vont être nourries avec des graines de lin et dont le jaune sera très riche en oméga 3. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont protéger le corps, protéger le cerveau et protéger tous les lipides qui forment le contour de toutes nos cellules. Donc les apports en oméga 3 sont vraiment importants dans la vie de tous les jours. Alors, avant dernier petit point sur l'alimentation, vous avez tout ce qui est antioxydants. Alors, les antioxydants, c'est quoi? C'est une substance qui empêche ou qui ralentit l'oxydation en neutralisant les radicaux libres. Alors, en version un peu plus facile, c'est comme par exemple le plus fréquent dans la vie de tous les jours, c'est quand vous coupez une pomme, vous avez 4 morceaux, vous laissez la pomme à l'air libre, elle devient brune. C'est le paradoxe de l'oxygène. Donc l'oxygène, on en a besoin, mais l'oxygène nous détruit comme elle détruit la pomme qui est devant vous. Ici, il y a l'exemple de la tomate. Et l'évolution de cette tomate, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Ça se reproduit aussi avec nos cellules, dans tout le corps. C'est l'oxygène qui, petit à petit, dégrade et attaque nos cellules. Alors, on a dans notre corps des moyens de défense qui vont réparer toutes les petites imperfections dues à l'oxygène. Quand c'est à l'équilibre, il n'y a pas de problème. Quand le stress oxydatif est plus grand que les moyens de défense du corps humain, on arrive à des maladies, des lésions, et le corps ne sait plus réparer les cellules qui ont été abîmées. Les antioxydants, c'est quoi? Et vous les trouvez où? C'est facile, tout ce qui est coloré. Les fruits, les légumes de couleur, tout ce qui est curcuma, gingembre, ail, cannelle, les fruits rouges et les petites baies, tout ce qui est piment, donc tout ce qui est vraiment coloré. Dernier petit point au niveau des fibres. Donc les fibres, on avait vu glucides simples, glucides complexes. Les glucides complexes, les fibres, ce seront des glucides complexes qui ne sont pas digérés par le corps. Donc ces fibres vont arriver à la portion terminale de l'intestin et elles vont être digérées par toutes les petites bêtes qu'on a dans les intestins qui s'appellent le microbiote. Donc ça va servir à lutter contre la constipation et à favoriser tout ce qui est immunité et bien-être intestinal. Alors, au niveau du traitement pur de la maladie de Parkinson, on va avoir 3 grands objectifs de traitement en nutrithérapie pour la maladie de Parkinson. Le premier, vous vous en doutez un petit peu, c'est tout ce qui concerne la dopamine. Donc on va essayer par tous les moyens que la dopamine arrive le plus possible au niveau du cerveau et soit sécrétée par les cellules qui restent dans le cerveau et qui sont encore efficaces. Deuxième point, ce sera lutter contre l'inflammation de bas grade, la neuroinflammation et le stress oxydant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Je vous expliquerai un petit peu plus après. Mais on peut partir du principe que l'inflammation de bas grade, c'est une inflammation qui ne se manifeste pas, qu'on ne sait pas qu'elle existe, mais qui pourtant est bien là. Le stress oxydant, on vient d'en parler, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment une inflammation à bas bruit, le corps qui s'abîme petit à petit, mais on n'en est pas conscient, jusqu'au développement d'une maladie ou d'une autre. Troisième objectif de traitement, ce serait de lutter contre la dénutrition protéino-calorique et le fait qu'on perde petit à petit nos muscles et qu'on ait un petit peu moins d'énergie et de force pour marcher, avancer, monter les escaliers et ainsi de suite. Alors, premier objectif de traitement, c'est tout ce qui tourne autour de la dopamine. Donc on va essayer à tout prix qu'il y ait un maximum de dopamine qui soit sécrétée au sein du cerveau. Comme je vous ai dit, quand la maladie est diagnostiquée, il y a 50 à 70% des neurones qui sont détruits. Si on voit ça en version positive, ça veut dire qu'il y a 30 à 50% des neurones qui fonctionnent encore. Donc on va vraiment essayer de stimuler ces neurones, de faire qu'ils sécrètent un maximum de L-Dopa à la place des médicaments pour qu'elles soient transformées en dopamine. Qu'est-ce qui crée la L-Dopa? C'est la tyrosine. Donc on va essayer de donner aux patients la possibilité d'avoir un maximum de tyrosine pour que par la suite, il y ait un maximum de L-Dopa. Au niveau de la tyrosine, on la trouve dans des aliments qui composent une alimentation et une assiette saine, c'est-à-dire les œufs, les poissons, les différents noix, et beaucoup dans les légumes. Ça va? On peut envisager de donner tout ce qui est complémentation aux patients, de L-tyrosine directement, ça fonctionne tout aussi bien. Généralement, c'est un traitement qu'on fait avant l'administration de L-Dopa. Donc vraiment au stade précoce de la maladie. Deuxième objectif, deuxième possibilité d'augmenter la dopamine au sein du cerveau, c'est de favoriser la chrononutrition. Alors la chrononutrition, c'est quoi? C'est partir du principe que le corps réagit vraiment comme une horloge. Tous les comportements biologiques sont rythmés par une, voire plusieurs horloges, et à heure fixe, tous les
les jours, certaines choses se passent. Donc le matin, il y a les hormones de la mise en route, le moteur qui se met en route, et à l'inverse, en fin de journée, il y a les hormones du sommeil qui vont se sécréter. Ça joue aussi sur tout ce qui est appétit, température corporelle, fréquence cardiaque, donc tout est vraiment rythmé à des heures précises dans la journée. La chrononutrition, c'est vraiment apprendre à essayer de manger les bons aliments au bon moment pour soutenir ces horloges et essayer un maximum qu'elles fonctionnent le mieux possible en harmonie. Donc, pour faire une petite corrélation avec une voiture, par exemple, au niveau de la voiture, l'accélérateur, pour le corps humain, ce serait la dopamine. A l'inverse, le frein de la voiture, c'est la sérotonine, qui elle-même va donner la mélatonine par la suite. Ce qu'on essaye, donc la tyrosine, je vous avais expliqué, c'est la base de la dopamine. La dopamine ne peut être sécrétée et être vraiment efficace qu'en l'absence de pic d'insuline. Donc à partir du moment où vous consommez du sucre, la dopamine sera d'office moins sécrétée par les neurones qui restent au niveau du cerveau. Donc ça c'est important. Plus les taux de dopamine seront hauts, ou à l'inverse, moins il y a de sucre en présence, plus les taux de dopamine seront hauts. Ça c'est important. Et c'est valable pour tout ce qui est sommeil et calme. La sérotonine, vers 4-5 heures, ne pourra être sécrétée correctement que s'il y a un petit pic de sucre au goûter et que s'il n'y a pas de protéines animales le soir. Ça va jusque-là? Ça va trop vite. D'accord. On fait les questions en même temps ou je vais y venir. Mais pas de protéines animales le soir. On essaye. Végétal, il n'y a pas de souci. Si, végétal, il n'y a pas de problème. Il faut essayer. Et ça, je vais expliquer par la suite. Ça, il faut essayer. Donc, protéines animales, c'est viande, poisson, poulet, tout ce qui vient d'un animal en fait. Donc, on peut prendre du fromage le soir. Ce sont des protéines animales. Comme je vous ai dit au début, fromage, laitage, tout ça sont des protéines animales. On va essayer de réduire au maximum. Parce que la résistance au lait, on tous les soirs, 3 fois par semaine, on donne du fromage. Ah ouais, ça on pourra corriger petit à petit. Et le poisson? Pardon? Le poisson? Le poisson sont des protéines animales aussi. Il ne faut pas tout supprimer, mais il faut que le matin, il y ait plus de protéines que de sucre, et le soir, c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait plus de glucides que de protéines. Ça, c'est important. On peut remplacer le lait de vache par du lait de chèvre, de brebis. C'est animal aussi, protéines aussi. Ça va? Je vais vous montrer un petit peu par la suite. Lait d'amande, c'est déjà mieux, mais ce sont des protéines aussi. Je vais vous expliquer par la suite. Il ne fallait pas manger des protéines à midi pour au mieux faire absorber la repas en estomac. Non, il faut essayer de prendre le repas à d'autres moments que les protéines. Mais je vais y venir, tout sera dedans. Ça va? Il y a d'autres questions? Non. Je ralentis. Alors, donc le matin, pour mettre le moteur en marche, on va essayer simplement de faire chauffer la machine. Donc pour ça, on va essayer de manger un repas à tendance protéinée. Donc on peut avoir une tranche de pain complet, on peut mettre des glucides, on peut mettre des bons glucides, on essaie d'aller les chercher dans les glucides complexes, mais on va essayer que la part de protéines soit beaucoup plus grande que la part de glucides. Ça va? Pour mettre le moteur en marche, il faut essayer de faire chauffer la machine. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut essayer de faire quelques petits exercices. Être un petit peu essoufflé, se mettre un petit peu en route le temps que les premiers médicaments fonctionnent, essayer de vraiment commencer à un petit peu transpirer, se mettre en action. Ça favorise vraiment la sécrétion de dopamine naturelle. À nouveau, le matin, la douche chaude, ce sera beaucoup mieux que la douche froide. Donc on fait tout l'inverse. Donc vraiment essayer de faire chauffer la machine, le moteur, et vraiment avoir chaud le matin. Ça va? Tout ça, ça augmente la sécrétion naturelle de dopamine. À l'inverse, donc on augmente la température corporelle. À l'inverse, pour mettre le frein, comme je vous avais montré par la suite, on va essayer de mettre un petit peu de sucre au niveau du goûter pour favoriser cette montée de sérotonine et le pic de glycémie. Et on va essayer le soir de diminuer au maximum les protéines animales et d'essayer de manger des bons glucides. Donc plus de bons glucides que de protéines. Il faut
faut un petit peu doser. Les protéines ne sont pas mauvaises, ce ne sera pas néfaste si vous avez 50 grammes de viande blanche, mais il ne faut pas vous faire le pavé de steak et une cuillère à soupe de riz. Donc il faut vraiment essayer de trouver le juste équilibre entre le soir et le matin. Les glucides, c'est tout ce qui est pain complet, pâte complète, riz. Alors, ce pourquoi vous êtes tous là aujourd'hui, c'est l'interaction entre la L-Dopa et les protéines qu'on ingère. Alors, la L-Dopa entre en compétition digestive avec les protéines qu'on va manger, donc c'est important de les prendre à d'autres moments que les protéines. Donc pour ça, ça diminue l'absorption du traitement et ça change l'efficacité du traitement. Il y a certains patients qui vont se sentir beaucoup plus longtemps en période off et d'autres chez qui ça n'aura pas d'influence. Donc il est important de prendre les médicaments. Généralement, on dit 30 minutes à 1 heure avant, voire 1 heure à 2 heures après un repas riche en protéines. C'est ce qu'on dit d'habitude, 30 minutes avant, voire 1 heure après. Il y a des questions? Oui, tout à fait. Voilà, une demi-heure, 1 heure, et puis vous pouvez prendre des protéines. Il n'y aura pas d'interaction normalement. Ça va? Alors, il y a souvent des effets indésirables quand on couple la L-Dopa et les protéines animales. Donc, les patients ont tendance à limiter, voire à supprimer les protéines. Pourtant, comme on l'a vu, les protéines vont vraiment nourrir les muscles et vont vraiment garder un état nutritionnel correct. Donc, c'est vraiment important de lutter contre ce qu'on appelle la dénutrition, qui amène à une maladie, à un état pathologique qui s'appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la diminution du taux de masse musculaire, de masse maigre, et du coup, le patient a plus de difficultés à se mouvoir, à bouger, et c'est un cercle vicieux. Les chutes arrivent, et de là, on a du mal à récupérer une masse musculaire correcte. On va? Alors, cette interaction et cette perte de muscle, c'est dû essentiellement avec l'évolution au fil des années. Quand on absorbe des protéines, elles ont tendance à se disperser dans les organes. Au lieu d'arriver directement aux muscles, elles sont perdues dans ce qu'on appelle les tissus splanchniques. Et donc, il n'y a que très peu de protéines qui arrivent au niveau des muscles, où elles sont censées arriver. Du coup, on a remarqué aussi qu'il y avait une relation inverse entre le taux d'inflammation du corps du patient en règle générale et sa capacité à absorber les protéines. Ça, c'est un deuxième fait. Au niveau des protéines, les protéines animales sont beaucoup plus efficaces que les protéines végétales. Donc ça, c'est important à savoir. Et les études ont montré que lorsque 80% des apports en protéines ont lieu autour du repas de midi, les protéines étaient beaucoup mieux absorbées et que c'était beaucoup plus efficace pour qu'elles arrivent jusqu'aux muscles et qu'elles fassent ce pourquoi on les absorbe, c'est-à-dire maintenir la masse maigre et la masse musculaire. Donc ça, c'est vraiment important à retenir, 80% à midi, plutôt que étalé sur toute la journée au cours des 4 repas. Alors, une journée type, comment ça peut se passer? Avant tout, au réveil, on pense hydratation. Ça, c'est super important. On le répète souvent, c'est vraiment la base niveau nutrition aussi. Le cerveau, c'est 76% d'eau. À partir du moment où on est face à un patient déshydraté, il va y avoir des troubles cognitifs, une fatigue psychique, l'humeur qui va changer, la cohérence. Donc, c'est vraiment important de veiller avant tout dès le réveil à l'hydratation. Au niveau petit déjeuner, comme on a dit, on essaie vraiment d'optimiser les protéines pour travailler vraiment en chrononutrition. Donc le matin, on évite au maximum tout ce qui est sucre rapide, des boissons sucrées, des cours au petit déjeuner et ainsi de suite. Et on va vraiment privilégier les protéines de qualité sans en mettre trop. Donc un œuf, une tranche de saumon avec un demi-avocat pour les bonnes graisses. Donc il y a pas mal de petits repas possibles. Et on va compléter avec des glucides à IG bas. Du pain au levain qui est complet, des flocons d'avoine. Donc vraiment essayer d'apporter de l'énergie avec des glucides et des bonnes protéines pour maintenir la masse maigre. Au niveau de l'objectif, donc on va essayer de maintenir une glycémie stable pour
que la dopamine soit vraiment sécrétée au maximum, mettre le moteur en route, ça évite les coups de fatigue, ça évite les effets secondaires dus à la maladie, et ça va vraiment stabiliser l'humeur et l'énergie. Le pain sans gluten, c'est bien. S'il y a une intolérance au gluten. S'il n'y a pas d'intolérance, en soi, il n'y a pas de raison de supprimer le gluten. Oui. On prend un petit PDF aussi. Alors, au niveau du dîner, donc on a dit jusqu'à 15-16 heures, on essaye de maximiser l'apport en protéines. Donc à nouveau, plus ou moins la même chose. On travaille sur l'hydratation et on travaille sur l'apport de protéines en bonne quantité et surtout en bonne qualité. Viande blanche, saumon, un poisson gras de qualité, un yaourt en dessert, un œuf sur le plat, des œufs corrects Columbus qui ont été bien nourris, comme ça on a les bonnes graisses directement. On complète avec des glucides légers bas, du pain complet, des pâtes complètes, et ainsi de suite. Et là, à nouveau, on essaie de limiter au maximum le sucre pour ne pas casser le moteur qui travaille toujours. Et on essaie de limiter les sucres, tout ce qui est rapide, donc les boissons sucrées, et ainsi de suite. Une cuillère à café de confiture dans un yaourt au dessert, ça ne posera aucun souci. Mais à nouveau, il faut essayer qu'il y ait plus de protéines que de glucides à midi. Ça va ? Alors, donc on avait vu ici, le matin jusqu'à 15-16 heures, on essaye de ne pas avoir de pic d'insuline, donc pas trop de sucre. Et à l'inverse, à partir de 16 heures, on a droit, entre guillemets, à un pic d'insuline, et on essaye d'éviter les protéines animales en soirée. Donc ça, je vais vous montrer. Au niveau du goûter, un repas à tendance glucidique. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut piller l'armoire à biscuits, il faut des bons sucres, ça c'est vraiment important. Donc là, on va aller chercher des fruits frais de saison, des fruits secs, tout ce qui est smoothie maison par exemple. Si vous avez des épinards, une banane, quelques noix, on mixe le tout, on gère la texture en fonction des possibilités de déglutition de ce qu'on sait faire et de ce qu'on aime, quitte à compléter avec un petit peu d'eau ou une boisson autre. Le chocolat noir, et c'est un repas à part entière pour augmenter vraiment la valeur calorique de la journée. Donc on peut s'asseoir à table avec une tartine de pain complet, de la confiture au-dessus, et on essaye vraiment d'avoir un repas correct et complet à ce moment-là. Au niveau du souper, là on va essayer de limiter les protéines animales pour essayer de garantir la sécrétion correcte de sérotonine et puis de mélatonine pour bien dormir la nuit. Ça va ? Donc là on part sur des légumes cuits ou cuits, des glucides de qualité, des matières grasses de qualité avec l'huile de colza, de lin, et ainsi de suite. C'est plus ou moins la même base des repas. On va vraiment retenir le matin et à midi protéines et le soir glucides. Oui, mais les diabétiques, oui, voilà. De type 1 et même de type 2. Hein. Même de type 2. Les type 2 ne peuvent pas avoir de sucre rapide, sinon ils doivent s'injecter de l'insuline. C'est la même chose. Tout à fait. Tout à fait. La chrononutrition, c'est le régime, entre guillemets, idéal pour préserver le corps longtemps, pour tout le monde. Donc ça, c'est valable pour monsieur et madame tout le monde. Tout à fait. Il y a d'autres questions? Oui. C'est encore mieux. Ce sera d'autant plus efficace. Ça, il n'y a pas de souci. L'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive, c'est les oméga 9, c'est très bien. C'est la seule huile qui peut être cuite. Donc quand vous cuisez de la viande ou quoi, l'huile d'olive est la seule qui peut être chauffée. Il y a l'huile de coco, mais l'huile de coco, c'est des acides gras saturés. Toute la colonne à gauche, donc comme les fromages, le lait, c'est pas des très bonnes graisses. Mais l'huile d'olive, pour la cuisson, c'est très bien. Alors, à partir du moment où la maladie évolue, on va se retrouver à un stade un petit peu plus avancé, et là on va retrouver des dyskinésies et des périodes on et off, plus ou moins marquées. À partir du moment où ça devient un petit peu gênant, on va changer le régime alimentaire et essayer de protéger l'arrivée de L-Dopa au niveau du cerveau.
Donc, comme on a dit, ça c'est un petit résumé ici, au stade initial, on va essayer de faire travailler les neurones qui restent et leur faire sécréter de la dopamine. On va travailler avec de la chronobiologie, protéines au matin, à midi et glucides le soir. Et les protéines sont agonistes. Donc c'était votre question. Les protéines vont soutenir la création de dopamine, elles vont vous aider à aller mieux. Quand on est sous L-Dopa, les protéines sont antagonistes. Donc quand vous allez manger des protéines avec les médicaments, ça va faire interférence et les médicaments seront moins bien assimilés. Donc il y a une compétition d'absorption. On maintient la chronobiologie pour soutenir vraiment la création de dopamine, mais on prend les médicaments une demi-heure à 1 heure avant, voire 1 heure à 2 heures après. À partir du moment où la maladie évolue, les protéines sont toujours antagonistes, elles vont toujours poser problème avec les médicaments. Compétition d'absorption, tout à fait la même chose. Et là, on va renverser le régime alimentaire, on va supprimer les protéines sur toute la journée, et on va réunir les prises de protéines en soirée. Donc la journée, il n'y aura plus aucune interférence avec les protéines et les médicaments. La journée sera quand même différente niveau dyskinésie et niveau effet on-off. Et on va mettre toutes les protéines le soir, en veillant à ne jamais les supprimer. Contrairement à ce qu'on aurait envie de faire, elles me gênent, je les enlève, on les garde vraiment le soir. Et on va passer à un régime de redistribution protéique. C'est quoi? Donc on met toutes les protéines en fait le soir, et à des stades plus avancés, on va se supplémenter dans une protéine qui s'appelle l'alpha-lactalbumine. C'est une protéine du lait qui est la plus efficace pour arriver au muscle et maintenir la charge musculaire. Ça va? Il faut sentir petit à petit comment évolue la maladie. Si le patient commence à se plaindre en disant que même en prenant ses médicaments 1 heure avant, voire 1 heure ou 2 heures après, il y a des grosses dyskinésies qui l'empêchent de s'asseoir à table, de faire des mouvements corrects, de manger correctement, on va essayer de travailler en répartissant la charge protéique au niveau de la soirée. Oui, sous L-Dopa, ça c'est le médicament de base. Tout à fait. Si on parle de façon générale, Oui. on nous enseigne beaucoup de manger fort au déjeuner, moyennement au repas de midi et très peu le soir. Tout à fait, c'est plus ou moins ça. Maintenant, il faut manger de qualité à ces 3 repas. Donc, roi, prince et pauvre en soirée, tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, ça dépend de la qualité de vos repas. Si vous mangez comme un roi en version calories, et que vous mangez très très sucré, 4-5 coups le matin, vous mangez comme un roi, mais ce n'est pas la qualité. Donc, on va soigner la qualité. En soignant la qualité, on mange le matin comme un roi, à midi comme un prince, le soir comme un pauvre. Oui, les 3 comme un pauvre, ça va pas aller. Ça va? Il y a d'autres questions? On peut peut-être réserver les questions. Oui. Comme ça, Parfait. Alors, ce qui va perturber l'assimilation des médicaments aussi, c'est tout ce qui est constipation. C'est un sujet fréquent chez les patients Parkinson. Donc, le fait qu'il y ait un problème de constipation, c'est parce que naturellement, avec l'âge, la vidange gastrique, donc l'estomac qui se vide et les intestins qui travaillent, tout ça va être ralenti au fil du temps. Ça peut être un effet secondaire du traitement, mais ça n'arrive pas chez tout le monde. Ça peut être dû à un régime qui est pauvre en fibres ou en eau. Et du coup, il y a une diminution, il y a un ralentissement de l'absorption des médicaments, et donc les médicaments sont moins efficaces. Ça peut être dû aussi à un manque d'activité physique des patients qui bougent un petit peu moins pendant une certaine période, et ça peut être corrigé tout doucement. Du coup, il y a une baisse de l'appétit et souvent un inconfort digestif qui s'ensuit. Alors, comment pallier niveau constipation? On va travailler d'abord sur l'hydratation. J'ennuie tous mes patients là-dessus, mais il faut vraiment boire. Si possible, une eau de qualité. Je sais que les bouteilles, c'est pas toujours génial, mais l'eau EVAR, elle est enrichie en magnésium. À nouveau, on corrige les déficits avec l'alimentation. Ça en fait partie. Ça permet d'avoir un bon apport en magnésium. L'eau Vittel, elle est riche en calcium et en magnésium. Donc là, pour la santé osseuse, ce sera le duo gagnant. Et au niveau de la badoie, j'y reviendrai juste après, la badoie, elle va aussi aider à digérer, puisqu'elle est légèrement pétillante, elle est très riche en bicarbonate, elle va vraiment aider au niveau de la digestion. Comme solution au niveau de la constipation, je vous avais dit tout ce qui est activité physique, simplement un petit peu marcher pour que les organes pèsent sur les intestins, et tout ce qui est flexion de jambes. Donc vous tenir à une chaise, lever les genoux, vraiment aller masser les intestins pour redonner un petit peu d'activité.
Un conseil aussi, c'est d'aller 1 à 2 fois par jour aux toilettes et prendre son temps. Je l'ai mis en rouge, en gras, en souligné. Super important. Voilà. Au niveau des toilettes, on veille aussi à la position. L'alimentation, ça va du début à la fin. C'est vraiment important. Pas hésiter à investir dans un petit tabouret qui va vraiment faciliter la position au niveau des toilettes et faciliter quelque chose de physiologique et de plus rapide. Ça va? Le premier, hein, c'est ça. Non, le deuxième. Le premier, il est en rouge. Le deuxième. C'est le deuxième. Ça, c'est vraiment important. Ah oui, c'est comme Un ça. petit tabouret sur la pointe des pieds. En fait, il faut retenir que les genoux doivent être plus hauts que les hanches. C'est comme quand c'est l'inverse de quand vous êtes assis. Quand on est assis à table, on essaie d'avoir les genoux plus bas que les hanches pour avoir une bonne position pour le dos. Aux toilettes, c'est l'inverse. Les genoux doivent être plus hauts que les hanches. C'est vraiment important. Hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer, ça tout le monde connaît, sur les fibres. Super important, on le fait de 1 progressivement. Si vous apportez plein de fibres après la conférence d'aujourd'hui, dans quelques jours, vous allez m'en vouloir parce que ça ne va pas du tout aller. Le corps, il n'est pas habitué à ça, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Et surtout, si on augmente les fibres, on augmente l'eau. Les fibres ne sont efficaces qu'avec un apport d'eau correct. Donc si vous mangez trop de fibres et qu'il n'y a pas assez d'eau, vous allez augmenter la constipation et aggraver le problème. Donc ça, c'est vraiment important. D'où l'importance de toutes les eaux ici, qui vont jouer aussi sur le péristaltisme des intestins. Je vous ai mis quelques exemples, légumes verts et fruits. Surtout tout ce qui est cuit, ça facilite un petit peu la digestion. Les fruits secs, les céréales complètes, tout ce qui est graines. Et temporairement, on peut jouer avec des laxatifs, mais vraiment selon des épisodes avec le médecin. Tout ce qui est laxatif stimulant, du Colax, ou alors osmotique. Mais tout cela, il remplace vraiment la fonction de l'intestin, donc c'est important de ne pas en abuser, pas prendre la place du travail de l'intestin. Sinon, lui, il ne va plus fonctionner. Ça va ? Alors, ce qui est néfaste aussi à l'absorption de la L-Dopa, ce sont les gros repas. Si vous prenez un gros repas et que vous absorbez vraiment beaucoup de graisses qui sont lentes à digérer, surtout les mauvaises graisses, quand vous allez prendre votre médicament suivant, la vidange gastrique ne sera pas faite, et donc le médicament suivant ne sera pas prêt à faire effet, puisqu'il y aura encore un autre repas qui devrait être digéré. Ça équivaudra à prendre la L-Dopa en même temps que les protéines. Donc ça va. Et enfin, on évite tout ce qui est interaction entre aliments et médicaments et nutriments. Alors, qu'est-ce qu'on a comme aliments? On connaît beaucoup tout ce qui est jus de pamplemousse, mais on oublie souvent tout ce qui est orange amer, citron vert, orange. C'est défoncé. Pas en même temps. Pas en même temps. Et je dirais même jus de pamplemousse jamais. Ça, c'est vraiment important. Le jus de pamplemousse, il faut 48 à 72 heures pour qu'il soit évacué de l'organisme et qu'il n'y ait plus d'interaction. L'orange, on peut un petit peu autant que le pamplemousse. Ça diminue, hein. Donc d'abord jus de pamplemousse et puis c'est moins. Le jus d'orange, c'est 4 heures. Et une orange entière. Une orange entière? Non, entière, ça pose pas de souci. On parle vraiment du jus. Ça, c'est vraiment que le jus. Parce que le jus, on enlève toutes les fibres, on arrive à des glucides simples et ça, c'est pas bon. Idem au niveau de l'alcool. L'alcool va potentialiser l'effet des médicaments, mais c'est pas l'effet qu'on recherche. Ça va? Et le citron, ça reste combien de temps? J'ai pas l'heure précise. C'est moins que l'orange, mais j'ai pas du temps précis. Faut juste pas en abuser. Un peu de citron, ça posera pas de soucis. Ne pas prendre la L-Dopa avec le jus de citron. Ça va pas aller. Tout à fait. Tout à fait. Ça dépend lesquels, mais en fait, ça va désactiver un processus dans le foie qui évacue le médicament. Donc le médicament va rester, va pas s'évacuer, il va y avoir soit overdose, c'est beaucoup dire, mais soit un trop plein de médicaments, soit justement il est évacué trop vite et il n'y en a pas assez. Donc ça interfère vraiment avec l'efficacité. Ça va? Au niveau des médicaments, c'est plus à voir avec les médecins, j'ai quand même noté la B6 et le fer. Donc la B6, jamais en même temps, et le fer non plus. Il prend tous les jours orange et mandarine tous les matins. En jus? Non, en jus. Pas en même temps, c'est important. Pas en même temps. Il peut, mais pas en même temps. Pas en même temps que lui. Voilà. Il prend une demi-heure. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Ça va? Le jus d'orange, déjà, le matin, c'est du sucre. Il faut des protéines. Un fond jus d'orange, voilà. Il faut éviter. Alors, le deuxième objectif, ce sera de lutter contre l'inflammation
au niveau du corps. Donc l'inflammation de bas grade, je vous ai expliqué, c'est une inflammation qui est là, mais qui ne se manifeste pas en dehors de la prise de sang, jusqu'à l'apparition de diverses maladies. La neuroinflammation, c'est un petit peu comme s'il y avait un incendie au niveau du cerveau. Donc on va trouver dans l'alimentation de quoi éteindre cet incendie. Pour ça, on a 3 pompiers. On a les acides gras oméga 3, on a les antioxydants et on a des différentes vitamines. On va commencer par les acides gras oméga 3. C'est tous ceux qu'on avait vus tout à droite du tableau. On a les huiles, les œufs, oméga 3, Columbus, si on sait, et tout ce qui est petits poissons et poissons gras. Les sardines, les harengs, les maquereaux. Comment savoir si on a l'information de base? On a Parkinson. Mais ça, je viendrai par après. L'inflammation de bas grade est la base dans les maladies neurodégénératives. Donc voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Je mettrai à la fin, niveau prise de sang, comment le voir. Ah, voilà. Ça va? L'huile d'olive, c'est aussi bon que le colza, l'huile de lin, c'est bon. L'huile d'olive, c'est des oméga 9. Donc, c'est pas la même chose. Là, on va privilégier les oméga 3. Alors, il y a ceux d'origine végétale, comme l'huile de colza, et l'huile d'origine animale, tout ce qui est œufs, sardines, poissons, et ainsi de suite. Comme deuxième pompier, on a tout ce qui est antioxydant, dont on a parlé au début. Donc là, il y a les épices, les aromates. Ici, vous avez le combo avec un petit peu de citron, du gingembre et du thé vert. Là, c'est 3 en 1. Tout ce qui est de couleur, à nouveau, comme on a dit au début. Les fruits colorés, surtout tout ce qui est rouge, mauve, les myrtilles. Le chocolat noir, plus vous montez dans les pourcentages, moins il y a de sucre. Et du coup, plus vous pouvez en consommer. Donc tout ça est bon, hein? Tout ça est bon. Ça va? Par défaut, on essaye vraiment de mettre de la couleur dans l'assiette. Et comme tout ça est bon, pas le matin. Pas le matin, le thé vert, j'aime pas le matin. Le citron, j'aime pas le matin. Non, c'est possible le matin. Si vous voulez des épices sur votre œuf ou votre demi-avocat, il n'y a aucun problème. Donc il y a moyen d'en mettre à chaque repas. Il n'y a vraiment pas de souci. Comme troisième pompier, pour éteindre l'incendie dans le cerveau, on a tout ce qui est vitamine. Alors la plus importante, je l'ai mise ici, c'est la vitamine D. C'est pour la santé des os, des muscles, vraiment la fonction immunitaire et l'inflammation. Là, la vitamine D, vous allez la trouver dans tout ce qui est produits laitiers, le soleil, les poissons gras et un petit peu dans le jaune d'œuf. Ça va? Il faut faire attention au sel. Plus on consomme de sel, plus la vitamine D s'enfuit. Donc ça, c'est important. Le phosphore, c'est un petit peu pareil. Si on consomme trop de phosphore, comme dans les sodas, ça c'est la source principale de soda, le coca par exemple, le phosphore sort des os. Il y a un problème avec la balance entre phosphore et calcium. Donc on se désossifie, entre guillemets, à consommer trop de phosphore. Et super important, la vitamine D doit être consommée au quotidien avec un produit gras. Donc, si vous prenez votre vitamine D, la petite gélule, le matin à jeun, elle ne sert à rien. Elle a besoin de graisse pour fonctionner. Donc c'est vraiment important de prendre la vitamine D pendant le repas. Ça va? Deuxième vitamine, c'est tout ce qui est coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, les études sont en cours pour voir au niveau de l'efficacité vraiment au début de la maladie de Parkinson, mais c'est tout ce qui va jouer dans la production d'énergie. Et là aussi, on en trouve beaucoup dans les poissons gras, les céréales complètes, ou tout ce qui est supplémentation en gélule, mais après un bilan sanguin. Donc par défaut, ça ne sert à rien de prendre tous les antioxydants qu'on va trouver. Il faut vraiment une prise de sang correcte chez un médecin pour voir ce dont on manque et pouvoir suppléer à ce dont le corps a besoin. Ça va? Dernier objectif ici pour la maladie de Parkinson, c'est qu'on va lutter contre la dénutrition et tous les effets secondaires qui pourraient en découler. Donc ça, quand on avance petit à petit en âge, on va manger différemment, et quand on a Parkinson, on va aussi manger différemment. Tout ça s'imbrique et il faut lutter contre les conséquences de ces changements de comportement. Alors, je vous avais expliqué ce qu'était la sarcopénie. C'est vraiment le fait de perdre des muscles parce qu'on mange moins de protéines. C'est vraiment important de lutter contre ça et de vérifier. Au niveau Parkinson, on a des symptômes moteurs qui augmentent les dépenses énergétiques. Et on a des symptômes non moteurs qui va faire qu'on va petit à petit réduire les apports parce que ça devient difficile de manger.
qu'on a moins d'appétit, qu'on a des nausées, d'éventuels vomissements, et qu'on n'a vraiment pas envie de se mettre à table et de manger. Donc ça, on va essayer de lutter contre ces deux points. L'objectif, c'est vraiment d'enrichir l'alimentation en augmentant les apports en protéines et en calories. À nouveau, on va se baser sur la chrononutrition pour ce genre de choses et essayer de ne pas augmenter la taille des repas tout en augmentant l'énergie. Donc, si vous ajoutez par exemple une cuillère à soupe de matière grasse comme de l'huile de colza, donc de l'huile riche en oméga 3, ça ne va pas prendre de volume dans l'assiette et pourtant vous allez augmenter votre apport d'énergie. On peut envisager aussi des suppléments, des boissons supplémentées en protéines, à nouveau bien placées dans la journée en fonction de la chrononutrition et à distance des médicaments. Ça va? Alors, on essaye aussi de fractionner les repas pour lutter un petit peu contre les nausées, la sensation de trop-plein et tout ce qui est inconfort. On va adapter les textures, mais ça c'est plus du travail de la logopède et de l'ergothérapeute. Je vous avais parlé au début des smoothies. On va gérer l'épaisseur des liquides qu'on va absorber en fonction des capacités de chacun. Et on ajoute à la prise de L-Dopa un encas avec pour lutter contre les nausées. Et on verra à ce que l'encas n'ait pas de protéines et des sucres plus ou moins de qualité en fonction de ce qui passe à ce moment-là. Alors, je vous avais dit que je parlerai un petit peu de la consultation en nutrithérapie. Donc, pour lutter contre la sarcopénie et voir un petit peu où en est le patient, on utilise les bilans d'impédance métrique. C'est une machine de ce style qui va faire passer un courant dans tous les mi-corps droits et qui va pouvoir distinguer la masse maigre, la masse grasse, le taux hydrique, donc le taux d'hydratation du patient, et son contenu minéral osseux, voir un petit peu dans quel état est son squelette, sur tout un hémicorps seulement. Et ça se fait en consultation. Ça se fait en consultation. Chez vous, chez les nutrithérapeutes qui possèdent la machine. Ouais, les diététiciennes ont ça aussi, mais généralement elles ont ça à la main, ou alors elles ont ça sur une balance sur laquelle vous montez au niveau des pieds. Donc ça dépend un petit peu du praticien. On va arriver à ce genre de tableau qui va pouvoir nous indiquer un petit peu où en est l'état des muscles du patient, l'état de sa masse grasse, sa consommation d'eau, et ainsi de suite. Alors, en consultation, après avoir contrôlé le poids et fait l'impédance-métrie, on va se baser sur un bilan sanguin pour corriger correctement les éventuels déficits alimentaires des patients. Et ça, je parlais des résultats de prise de sang au tout début. Ce sont tous les paramètres qu'on va demander au médecin pour voir un petit peu où en est le patient. Donc la CRP va permettre de voir un petit peu le niveau inflammation, comme la LDL oxydée. L'homocystéine, elle va contrôler un petit peu comment se régénère le corps et s'il y a un déficit en B6, B9, B12. On va contrôler les taux de vitamine D, super important pour la santé musculaire, la santé des os et l'immunité. On va regarder un petit peu où en sont les antioxydants, principalement le zinc, le sélénium et le coenzyme Q10. Donc ça, c'est chez le médecin. Chez la diététicienne ou la nutrithérapeute, on va regarder niveau alimentation, comment ça se passe, comment le patient se nourrit par rapport à la chrononutrition, s'il a assez de bonne graisse, s'il a assez de calories pour ce qu'il doit faire sur la journée. Et on va ensuite corriger en fonction de ce qu'on a obtenu dans le bilan. On corrige toujours d'abord par l'alimentation, donc on va changer, essayer d'augmenter petit à petit les fibres, les bonnes graisses. On va corriger les protéines en fonction des sensations qu'a le patient à la prise de ses médicaments. On va regarder s'il y a assez d'antioxydants, etc. Et s'il y a besoin, on apportera une supplémentation. La supplémentation, elle est quasiment automatique en vitamine D. Donc là, on prescrit une gélule tous les jours aux patients, c'est vraiment important. On essaie de le faire au quotidien, cette prise de vitamine D. Parce que si on la prend tous les 15 jours ou tous les mois, c'est une grosse dose qu'on donne au corps, c'est stocké dans le foie, c'est lourd pour le foie, qui doit déjà détoxiquer quand même pas mal de médicaments. Et au bout de 2-3 semaines, il n'y a plus de vitamine D, parce que le foie n'est pas parfait, il ne sait pas la distribuer sur 31 jours, et du coup, les derniers jours du mois, on n'a plus de vitamine D. Ça va? Donc vraiment, une petite gélule tous les jours, niveau vitamine D. En fonction des bilans, on corrigera en calcium,
en oméga 3 et en magnésium. S'il y a des soucis au niveau du sommeil, on pourra aller regarder au niveau mélatonine. Ça se prend en route s'il y a besoin. Ça permet de rééquilibrer un petit peu les cycles et redonner un sommeil de qualité. Alors, même si aucune étude n'a prouvé de réel impact sur l'alimentation, c'est quand même le modèle méditerranéen qui ressort du lot et qui freinerait au maximum l'évolution de la maladie de Parkinson. Il y a quand même 200 études qui ont montré que ce genre de régime était quand même le plus efficace pour lutter contre les maladies de civilisation qu'on avait à l'heure actuelle, tout ce qui est diabète de type 2, maladie de Parkinson, Alzheimer. C'est vraiment un régime qui est vraiment neuroprotecteur, parce que c'est un régime qui est très riche en bonnes graisses, qui vont protéger tous les lipides tout autour du cerveau. Et la petite dernière image ici, donc c'est vraiment le modèle méditerranéen ici, les céréales de qualité, les fruits et les légumes colorés remplis d'antioxydants, tout ce qui est bonne graisse, donc les légumineuses, les oléagineux, tout ce qui est noix, noix de cajou et ainsi de suite. Les poissons, en privilégiant tout ce qui est poisson gras. Plus le poisson est petit, moins il est pollué. Donc on va favoriser vraiment les sardines, les maquereaux, les harengs et ainsi de suite, au détriment des très gros poissons comme les spadons et ainsi de suite. Au-dessus, avec parcimonie, mais tout en pensant à la santé osseuse, tout ce qui est produits laitiers, à ne pas bannir, mais à limiter correctement. Les volailles de qualité, les œufs de qualité, oméga 3, Columbus. Tout en haut, ils mettent quand même les sucreries, qui fait partie du quotidien des patients, c'est normal, et qu'on va plutôt privilégier pour 16 heures, qui n'aura aucune conséquence à l'heure du goûter. Et tout en haut, la viande rouge, qui, c'est prouvé, est inflammatoire au niveau du cerveau, et doit être consommée qu'une fois par semaine, grand maximum. Donc rouge, aussi, elle est la vraie. Non, rouge de quoi? Le bœuf en particulier. Ça, c'est vraiment important. Une fois par semaine. Une fois par semaine pour l'apport en fer d'origine animale, c'est vraiment bien absorbé et pour lutter vraiment contre l'anémie. Donc ça, c'est important. Une fois par semaine. Une personne normale, c'est plus ou moins la paume de sa main. Donc une centaine de grammes, ça c'est un bon outil. De l'enfant à l'adulte, plus ou moins la paume de la main. Qu'il soit cuit à fond ou pas cuit à fond, la viande reste rouge, donc tout ce qui est bœuf et compagnie, ça reste de la viande rouge, tout en haut de la pyramide alimentaire au niveau méditerranéen. Ça va? Je vais demander. Il y en a trois. Il boit du lait régulièrement. Oui. Moi j'ai fini. Je vais couper l'enregistrement, donc ça vous avez écrit sur les